Bonjour à tous, merci beaucoup de vous être réunis aujourd'hui. C'est vraiment un immense honneur et privilège de pouvoir m'exprimer sur ces questions. Et puis, on a dans la salle beaucoup d'experts, donc je pense qu'il y aura vraiment des débats de qualité. Je pense que c'est quand même important de dire que, en fait, on est vraiment au croisement de beaucoup de disciplines différentes, des disciplines qui demandent quand même une expertise assez poussée. On parle de physique, on parle de réglementation, de juridique, on parle de loi de marché. Et donc c'est... même quand on est pendant des années, on augmente dans nos niveaux d'expertise, c'est une juxtaposition d'un ensemble de notions. Et il n'est pas rare qu'on fasse nous-mêmes des raccourcis, même lorsqu'on a des années d'expérience sur la question. Et on peut le remarquer notamment dans les débats d'experts. Pour l'instant, je suis dans les débats notamment à l'ISO. Et voilà, c'est souvent différents mondes qui se rencontrent. Et c'est pour ça que je suis très heureux de cette journée, parce qu'on a l'occasion d'accueillir des gens qui ont des avis différents, mais aussi qui ont des expertises différentes, en fait. Et on peut comprendre aussi par l'origine de ces expertises les questions que soulèvent tout l'ensemble de ces mécanismes. Donc, j'essaye de faire une présentation synthétique de l'ensemble de ce genre de notions. Donc, mais en fait, c'est assez contradictoire parce qu'en voulant faire synthétique, je suis arrivé à 35 slides et l'essentiel de ces slides seront illisibles. Mais en fait, la vocation de ce contenu, c'est que vous ayez le temps de les récupérer et de les digérer, et éventuellement que ça anime encore les discussions ultérieures. Donc voilà, donc je vais commencer. Donc bon, moi, rapidement, je suis président d'Origo et de Kiever, et aussi membre du conseil d'administration de Rex International. Voilà, je vais un peu accélérer et je vais surtout poser dans une partie préalable certaines remarques qui sont justement inhérentes à différents mondes, mais qui expliqueront un peu la logique de ce que je cherche à démontrer. Je pense que c'est important en fait de savoir et de ne pas faire de raccourcis de raisonnement, parce que l'air de rien, on a rapidement des avis qui sont davantage émotionnels qu'une construction logique, et même, j'insiste à le dire, quand on atteint un niveau d'expertise assez poussé. Alors, je voudrais faire d'abord une petite liste d'idées reçues sur le monde de l'électricité. La première, c'est de croire qu'il y a un marché de l'électricité physique. C'est faux. On a un réseau centralisé, monopolistique, et ce qu'on échange en fait, c'est un outil financier qui valorise certains aspects de l'électricité. J'y reviendrai plus tard. Mais le principe de base, tout ça fonctionne par un principe d'équilibrage de masse. En fait, on définit un système dans lequel on respecte certaines grandeurs physiques. Par exemple, pour l'électricité, c'est simple à comprendre. On mesure ce qui rentre, on mesure ce qui sort, et on s'assure que l'équilibrage entre ceux qui réclament, déclarent d'être soutirés, et ceux qui déclarent injectés est respecté. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer des valeurs de marché. C'est la même chose pour la traçabilité de l'origine. Adam a bien rappelé que finalement on est dans des mêmes univers à nouveau, donc dans des logiques d'équilibrage de masse. Et c'est aussi la même chose pour la comptabilité carbone. La comptabilité carbone, on calcule le nombre d'émissions, on définit dans un système, et ensuite on attribue ces émissions à différents acteurs, on les responsabilise et on voit quel levier d'action on peut générer. Mais tous ces systèmes ne reflètent jamais strictement la réalité physique, et je pense que c'est important de garder cette humilité et aussi d'avoir cette notion, parce que des fois les raisonnements tendent à virer vers des choses fallacieuses, et notamment par exemple de dire qu'on va préférer une méthode, pour parler de location-based et market-based, on va préférer la location-based parce que ce serait la réalité physique, plutôt que le market-based qui ne le serait pas. Non, ni l'une ni l'autre ne le sont, et chacune ont d'ailleurs une distribution des responsabilités qu'on pourrait considérer juste ou pas. Et je vais revenir un petit peu là-dessus. Pour ce qui est du monde physique, je voudrais parler de quelques notions qui, à mon avis, sont importantes pour rappeler pourquoi le système va dans une direction ou une autre en fonction de sa cohérence. La première, elle est simple, et
Adam l'a évoqué et ça a été repris d'ailleurs, c'est qu'on parle non pas d'un électron, c'est très important, je me pense même pour la véracité des débats peut-être de s'interdire d'utiliser ce mot, parce que je vous garantis qu'on est tous des gros consommateurs d'électricité, vous n'avez jamais eu l'utilisation d'un électron qui venait de quelque centrale que ce soit, quand bien même elle serait à côté de votre lieu d'habitation. Et ça c'est important de le comprendre parce que on va s'attaquer tout de suite à ce bon vieux physicien qui a été quand même un grand esprit et qui a fait avancer la science et aussi du coup l'humanité. Et je vous propose de parler de Gustav Kirchhoff et de le laisser tranquille parce que clairement c'est pas rare d'entendre, et notamment dans des débats poussés, hein. Moi j'ai entendu des traders parler de ça, j'ai entendu des spécialistes, des lobbyistes parler de ça. En plus, c'est un raccourci de ces lois, mais cette idée qu'on consomme l'électron, que l'électron va au plus proche, c'est des choses très intéressantes. D'ailleurs, je le dis très très mal, c'est un raccourci, mais en plus, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui nous concerne à l'échelle d'un réseau électrique. Donc, ce qui nous intéresse à l'échelle d'un réseau électrique, c'est de savoir qu'on parle bien d'énergie électrique, donc, ou bien de signal électrique, et que celui-ci se propage à une vitesse de 200 000 km/s, ce qui est 2/3 de la vitesse de la lumière. Je pense que c'est important de le rappeler. Peut-être pour un peu ressentir aussi ce que ça veut dire. Alors je vais vous donner des notions, mais je pense que même là, ça va être compliqué. 200 000 km/s. Je ne sais pas s'il y en a qui ont aimé, qui ont fait ou qui rêvent de faire le tour du monde, mais à cette vitesse-là, vous pouvez le faire 18 000 fois. Alors je ne sais pas, mais du coup, le temps présent, le proche de la réalité, vous voyez que tout est relatif. 18 000 fois le tour du monde en 1 heure. C'est aussi la distance qu'on peut réaliser en allant du Soleil à Jupiter. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que c'est très, très, très loin et que ça peut être une période qui peut être soit considérée très courte, soit très, très, très longue. Voilà. Deuxième point, je pense qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu ce que c'est que le réseau électrique en Europe. Donc, il n'y a pas vraiment de limite géographique d'un point de vue vitesse de propagation. Par contre, il y en a une qui est très importante, c'est la saturation des réseaux. Alors, ce réseau, ou plutôt ces réseaux, ça dépend d'ailleurs de la manière dont on veut le voir, ils sont saturés. Ils sont saturés à tous les niveaux. Ils sont saturés au niveau national, ils sont saturés aussi au niveau international. Mais il y a quand même une chose intéressante à savoir, c'est que souvent ils ne le sont pas. Et souvent, ils ne le sont pas à l'échelle nationale et ils ne le sont pas aussi entre des frontières nationales, qui sont d'ailleurs des frontières qui n'ont rien à voir avec la réalité physique. Alors, on est très attaché à ça pour des raisons diverses, mais l'énergie électrique, s'il y a un câble entre deux frontières, il se comporte tout à fait de la même manière entre deux pays qu'à l'intérieur d'un pays. Pourquoi je parle de ça? Peut-être quand même un dernier aspect intéressant, c'est que donc il y a quand même, à l'échelle européenne, un niveau d'interconnexion qui est assez important et qui nous donne le droit, c'est à débattre, de considérer qu'il s'agit d'un système. Pourquoi c'est un système? Parce que le niveau d'interconnexion à l'échelle européenne, il est important, mais pas uniquement, parce qu'on pourrait se dire, dans ce cas-là, pourquoi on ne raisonne pas à l'échelle mondiale? Mais il est aussi relativement peu connecté à l'échelle avec le reste du monde. Pour rappel, en fait, nos connexions avec le reste, on avait la Russie, donc on ne l'a plus. Et je pense que ça va durer encore quelques années. Donc vous pouvez oublier toutes les frontières côté Est. Il reste aujourd'hui 3 points d'entrée, le Maroc, la Tunisie et la Turquie. Voilà, donc c'est relativement faible en proportion. Et ce qui fait qu'on peut à nouveau considérer là, par rapport à la question de la saturation des réseaux, que l'Europe peut constituer un système relativement homogène. Et ça veut dire quoi en tant que consommateur? Qu'on est relativement dépendants les uns des autres et donc qu'on a une responsabilité les uns par rapport aux autres. Dernier point quand même, et je pense que c'est utile de le rappeler, ce réseau électrique, il est responsable d'à peu près, en fonction des années, là j'ai l'année 2002, mais enfin ça varie, mais ça varie pas non plus énormément, c'est un petit tiers ou un gros quart des émissions de CO2 de l'Union européenne, enfin de l'Europe, pardon, de manière générale. Alors, encore dans les remarques préalables, et je pense que c'est important de le dire, du coup, je disais qu'il n'y avait pas de marché physique de l'électricité, il y a des conventions qui permettent de valoriser certaines caractéristiques physiques de l'électricité. Et la première, la plus importante, et qu'il ne faut jamais oublier, surtout dans le débat de la garantie d'origine, c'est qu'il y a un marché qu'on appelle le marché de l'électricité, et qui tourne autour du concept de la responsabilité d'équilibre. Je pense que c'est utile de rappeler que dans le cadre de ce marché, on ne traite pas de l'électricité physique, on traite une notion abstraite,
par équivalence, encore une fois, où l'électricité est définie par 2 caractéristiques, et pas 3, juste 2. Et ces 2 caractéristiques, c'est un critère spatial. On va définir une zone d'interdépendance sur laquelle on va considérer qu'il y a un prix unique. C'est ce qu'on appelle le périmètre d'équilibre. C'est une abstraction très générale de la réalité physique. Et pour information, en France, c'est la France. Et elle est définie, du coup, pas uniquement pour des raisons physiques, elle est définie par des raisons politiques. Et ensuite, pourquoi la France entière? C'est aussi à nouveau une raison politique. C'est la péréquation tarifaire, c'est la justice, une sorte de justice sociale, géographique. C'est un choix donc politique qui n'a d'ailleurs pas été le choix de tous les pays en Europe. Le critère temporaire, j'ai dû le réduire récemment, donc on est passé au quart d'heure. Pareil, ça paraît relativement court, mais c'est intéressant de rappeler que ce n'est pas court au sens de la réalité physique. C'est un bon compromis pour permettre aux acteurs économiques de contribuer à valoriser l'équilibrage du réseau, à payer un juste prix de cet équilibrage, et le compromis d'avoir un outil qui est relativement facile à échanger, pour faire du trading en clair. Et je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de traders aujourd'hui qui se plaignent déjà de ce passage du pas demi-heure au pas quart d'heure. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses qui, à mon avis, sont essentielles de rappeler. Qu'est-ce que ça implique, le fait que l'électricité soit résumée à ces quelques paramètres? Ça veut dire qu'elle est adaptée pour valoriser l'équilibrage. Pour rappel aussi, l'équilibrage physique, c'est encore un peu plus complexe et encore un peu plus coûteux. Le reste de ce coût, vous le payez à travers le prix du réseau. Important à rappeler. Mais il y a une autre caractéristique, c'est qu'il peut valoriser l'équilibrage, rien que l'équilibrage. Pourquoi? Parce qu'on a dit, dans cette définition de l'électricité, un critère de destination, parce que quand j'ai dit spatial, c'est où est-ce qu'elle va être utilisée, et non pas d'où elle vient, et un critère temporel. Ce qui signifie que c'est strictement impossible de valoriser l'origine de l'électricité avec ce contrat. Je ne vais pas rentrer encore dans les débats d'achat direct et d'achat conjoint, je pense qu'on va digérer cette information et passer à autre chose, étant donné que c'est plus trop la question aujourd'hui. Mais en fait, elle va se poser effectivement aussi sur des questions d'autres normes. Étant donné qu'on ne peut pas valoriser l'origine, on ne peut pas valoriser les attributs environnementaux, on ne peut pas donner de qualité à cette énergie, et c'est la raison pour laquelle la garantie d'origine est présente également. Donc elle est là pour valoriser la qualité de l'énergie. Alors la qualité, c'est nous qui les déterminons. Étant donné qu'il s'agit d'une carte d'identité de l'électricité, là pour le coup, on a choisi de donner la provenance exacte d'où vient l'électricité. Vous avez la centrale et donc toutes les informations qui sont inhérentes. Vous connaissez la technologie, vous connaissez sa date d'installation, vous connaissez l'énergie qui est utilisée, vous connaissez sa localisation. Mais par contre, on va être plus permissif sur les critères spatio-temporels. Parce qu'en fait, ça va permettre de mieux pouvoir échanger ces produits, parce qu'encore une fois, plus on rajoute des critères, plus c'est difficile à échanger, ça devient moins liquide. Et voilà. Mais par contre, donc, du coup, on va pouvoir donner un prix additionnel pour d'autres valeurs que celles de la qualité d'un producteur, la capacité à contribuer à l'équilibrage du réseau. Donc il y a une cohérence, et je pense que c'est important de le rappeler, il y a une cohérence globale du système. Je passe d'autres produits qui ont été rejetés par la suite, parce que pour l'instant, ils n'intéressent pas tellement dans le débat, mais évidemment, il y a aussi les garanties de capacité et d'autres, etc. Autre remarque préalable. Alors, j'ai dit, les slides sont illisibles, mais bon, j'ai tenu à donner du texte que vous pourrez peut-être l'occasion de lire. Et là, on sort du monde de l'énergie et on rentre dans le monde de la comptabilité carbone. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, le débat qu'on a, c'est plusieurs mondes qui se confrontent, ou plutôt qui essaient de collaborer. Et là encore, j'ai envie de dire, il faut s'interdire de parler de réalité physique, peu importe le domaine dans lequel on est. Aujourd'hui, on a deux méthodes de calcul de l'empreinte carbone. Une basée sur l'endroit où on est, ce qu'on appelle en anglais le location-based, et une appelée le market-based. Un peu abusivement, je pense que ce n'est pas un bon nom, on devrait peut-être plus s'appeler le contract-based. Et en fait, chacune paraît différente, alors qu'en réalité, la méthode de calcul est très très similaire. Elle démarre avec les mêmes choses. Elle prend en compte la réalité physique, calcule un périmètre. Sur ce périmètre, il y a évidemment la notion d'interconnexion, il y a une réalité physique, mais pas que.
Et c'est important de le dire, il y a des notions politiques. Encore une fois, on considère par exemple que la France est une zone où on peut calculer de manière homogène les émissions de CO2. C'est très discutable, parce qu'à chaque heure où l'énergie n'est pas saturée, les connexions ne sont pas saturées, par exemple entre la France et l'Allemagne, pour autant, on attribue d'un côté une émission de CO2 très faible grâce au parc national nucléaire renouvelable qui est donc en production du bon côté, on va dire, du côté français, et les Allemands restent avec leur parc constitué de davantage d'énergie carbonée. Ils sont sympas d'accepter cette méthode de calcul. Alors après, on peut dire, mais oui, mais c'est nous qui avons fait les bons choix, etc. Bien sûr, tout ça, c'est des débats valables, mais ce ne sont pas des débats de la physique, ce sont des débats politiques. Donc il y a effectivement un jeu de flux entre les frontières qui est intégré, mais c'est un flux marginal. Or, ce n'est pas cohérent. Normalement, si une zone n'est pas saturée, on devrait se partager équitablement le facteur d'émission sur toute la zone non saturée, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on est loin, très très loin, d'une réalité physique quand on parle de location-based. Ensuite, une fois qu'on a défini l'ensemble de ces critères, il y a quelques points que j'ai rajoutés, mais je ne vais pas m'attarder dessus. C'est là où on va différer la manière dont on va attribuer les facteurs d'émission. D'un côté, à l'intérieur de cette frontière, on va donner de manière égalitaire le même facteur d'émission. De l'autre côté, on va garder l'ensemble du facteur d'émission. Ça, c'est très important parce que les deux systèmes sont du mass balance et donc ils respectent un principe très important qui est l'additivité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait ni plus ni moins d'émissions de CO2 après le système d'échange. Mais d'un côté, on va le donner de manière égalitaire, de l'autre côté, on va le réattribuer en fonction des contrats réalisés. Petite note quand même, du côté des contrats réalisés, si vous n'avez pas de contrat avec une réattribution de ces facteurs d'émission, vous êtes à nouveau impacté par rapport à votre niveau à votre localisation. Vous voyez que ce n'est pas si différent l'un à l'autre. C'est juste une autre manière de se partager et de partager donc des responsabilités. Est-ce qu'on trouve ça juste ou pas? Il y a du pour et contre des deux côtés. Ce n'est pas plus juste d'un côté que de l'autre d'ailleurs. Vous allez dire égalitaire c'est juste? Non. Moi je veux dire si je parle avec un Allemand, je comprendrais qu'il ne trouve pas ça juste que lui il soit carboné et pas moi. Voilà pour les remarques préalables. Donc voilà, j'avais besoin de poser un petit peu de cadre pour expliquer un peu où je veux en venir. Je vais raisonner dans un mécanisme volontaire. On l'a expliqué, l'idée ici c'est de savoir comment ce mécanisme peut être incitatif pour les entreprises pour participer volontairement à la transition énergétique. Pourquoi je trouve que c'est important? Parce que à partir du moment où on parle d'obligations, c'est aussi très intéressant, mais on se heurte à d'autres problématiques que là je ne vais pas aborder, mais c'est quoi? C'est l'acceptation sociale, c'est ensuite les jeux d'électorat, c'est éventuellement des conséquences sociales fortes. Je veux dire, en France, on a quand même vécu des gros mouvements sociaux qui ont leur origine, la taxe carbone, quoi. Les Gilets jaunes, enfin, pour rappel, ont démarré avec cette question-là. C'est quand même pas rien. Alors bien sûr que ça c'est bien élargi, on peut aussi discuter de ce mouvement, mais l'air de rien, ça montre quand même quelques signaux sur cette question. C'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est de se dire comment on peut amener une part du financement, une part de notre effort dans la transition énergétique venant des acteurs économiques et volontaires. Pourquoi? Parce que ça a énormément d'avantages. Ça adoucit justement les moyens coercitifs qui doivent exister, mais si on peut arriver à faire en sorte qu'ils soient moins pesants, c'est quand même un pari gagné. Et puis ça adoucit éventuellement, au-delà de l'aspect financier, du point de vue de la communication. On s'approprie mieux l'effort à la transition énergétique quand on voit qu'il y a une participation volontaire, que ce soit à l'échelle d'une entreprise, d'une collectivité territoriale ou même en tant que consommateur individuel. Donc l'avantage de ce système, il peut être à différents niveaux. Aujourd'hui, on voit des avantages concrets, je vais venir un peu dessus, mais la garantie d'origine telle qu'elle existe aujourd'hui aboutit déjà à des effets concrets. Signature de PPA, parce que c'est l'outil juridique qui permet de s'attribuer l'origine de l'électricité, et donc ça permet de motiver les entreprises de signer de tels contrats. On voit un aspect financier intéressant. Certains États, et dont la France, ont commencé à mettre aux enchères les garanties d'origine qui émanent des centrales subventionnées. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État récupère une partie du revenu, qui peut mettre dans la balance de tout ce que lui a coûté la transition énergétique. Donc quelque part, c'est une manière pour les acteurs, de manière volontaire, de financer
le budget attribué à la transition énergétique. Après, à l'État de décider, moins de pression fiscale sur les contribuables, plus d'efforts dans la transition énergétique. Mais en tout cas, il y a une vraie valeur du marché volontaire à travers ce genre de mécanisme. Et puis il y a d'autres systèmes, il y a des signaux d'investissement divers, il y a aussi, grâce à la garantie d'origine, la possibilité de structurer des labels qui vont avoir d'autres mécanismes, d'autres cahiers des charges plus incitatifs, et il y en a plusieurs en Europe, et bon, je ne suis pas ici pour faire de la promotion, mais voilà, c'est quand même un sujet qui est très 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 intéressant aussi. Donc voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'investissements avec de sources volontaires qui peuvent s'ajouter ou alléger les moyens coercitifs. Ça veut dire aussi plus d'acceptation sociale, à mon avis, parce que finalement, comme je le disais, si les personnes s'approprient cet effort, ça permet de moins être frustrées par rapport à la nature de l'effort. Et peut-être un détail qui, à mon avis, est intéressant, plus de robustesse par rapport aux incertitudes politiques. Je pense qu'aujourd'hui, on est bien placé pour le savoir. Nous sommes dans des démocraties et malheureusement, enfin ça c'est mon point de vue, la question climatique s'invite fortement dans les débats électoraux et peuvent être même des fois des sujets pour gagner des élections et du coup inverser totalement et brutalement les tendances. Un marché volontaire peut avoir une sorte d'inertie par rapport à ce genre de situation. Donc c'est aussi un avantage. Quels sont les résultats aujourd'hui ? Les résultats, c'est que déjà, on peut constater que la demande à l'échelle européenne n'a fait qu'augmenter année après année. Et non seulement elle augmente, mais elle est significative. Alors, je suis désolé pour l'échelle, mais en grosso modo, en 2024, on a atteint presque 1000 TWh de géo émises. Ce qui, à l'échelle, alors là, c'est pas l'Europe, c'est l'AIB. Donc, c'est un peu moins que la zone totale européenne, mais c'est une part très importante de ce qui existe dans le parc. En clair, c'est pas 100%, mais si on enlève une grosse partie de ce qui est subventionné en Allemagne, plus tous les petits moyens de production dont on a évoqué tout à l'heure et qui pour l'instant ne donnent pas cette opportunité, on n'est pas loin d'avoir l'ensemble de l'offre disponible dans le marché. Et je trouve que c'est intéressant de voir en face la demande, donc les géos utilisés. Et en fait, alors vous allez me dire, oui, elle est moins forte que l'offre, certes. Mais en fait, d'abord, elle ne peut pas être plus forte que l'offre parce que là, c'est en gros les émissions et les utilisations, donc on ne peut pas utiliser ce qu'on n'a pas émis. Mais en fait, ce que vous voyez aussi, c'est que l'écart entre l'offre et la demande, année par année, n'est pas si important que ça. Et si vous vous mettez à la place d'un trader et que chaque année, on devait recommencer le jeu et savoir si à 50 TWh, le marché va être long ou short, je vous garantis que la dynamique de marché serait très différente de celle qu'on voit aujourd'hui. Petit rappel, du coup, l'équivalence en France, donc c'est juste pour voir que finalement la tendance est à peu près similaire, croissance part importante d'émissions sur la production. Là, pour le coup, j'ai la production en courbe. Les utilisations moins fortes, malheureusement, on fait partie des pays plutôt net exportateurs, alors que d'autres pays sont des dynamiques très différentes. C'est ce qu'on voit ici, je passe rapidement là-dessus. Ça, c'est le taux d'utilisation d'électricité renouvelable, donc le taux d'utilisation de garantie d'origine sur la consommation d'électricité par pays. Et vous voyez qu'en Europe, on atteint 33%, ce qui est quand même assez significatif. Et je pense, gardez ce taux en tête, parce qu'on va parler d'études académiques après, et vous allez voir que c'est intéressant. Malheureusement, la France est un petit peu en dessous, pour des raisons qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Non seulement la demande augmente, mais le prix atteint des niveaux très élevés. Et ça, c'est pas juste pour dire super, bravo, c'est un marché qui bouge. Non, ça veut dire que c'est quoi derrière ce prix? C'est la capacité, ou plutôt la propension d'un consommateur à assumer l'engagement environnemental qu'il a pris. Il paye volontairement entre 5 et 10 euros quand le marché est tendu, et c'est pas un spike, il ne faut pas minimiser ça. Là, on est dans le vrai monde, on n'est pas dans des simulations de prestataires de services ou quoi que ce soit. Ça, c'est le vrai monde, c'est des prix qui sont restés élevés sur des longues durées, plus d'1 an et demi sur la deuxième période. À chaque fois, c'était lié à des sécheresses en Europe, et aussi peut-être une méconnaissance des équilibres offre-demande. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on voit que les consommateurs jouent le jeu, quoi. D'autant plus que là, il s'agit des marchés de gros, donc je ne parle pas de ce que paye au détail le consommateur. Il y a aussi des marges, il y a l'achat de garantie d'origine avec des qualités spécifiques, donc là, on est vraiment sur du standard. Voilà. Là, je passe sur les enchères, donc c'est juste pour dire qu'il y a quand même des montants assez importants qui sont revenus dans les caisses de l'État, 1,5 milliard en France.
Et donc, ce n'est pas juste un outil financier, comme je disais, c'est un outil qui permet de structurer les PPA. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça, c'est important, parce que c'est comme le marché de l'électricité. Un marché d'électricité, il cote entre 3 et 4 ans à peu près. Mais le PPA, on le voit sur 15 ans. Et bien, pour autant, comme le marché de l'électricité, on prend la valeur de la garantie d'origine comme référence de prix sur des échéances longues. Et ça, c'est... Alors, c'est le témoignage de beaucoup d'énergéticiens sur la question. Donc là, j'ai quand même marqué, donc la garantie d'origine peut être entre 2 et 10%. C'est pas mon chiffre, c'est des chiffres de personnes qui réalisent ces PPA. 10%, vous allez me dire, wow, c'est élevé. En fait, c'était le prix qu'a réussi à atteindre la garantie d'origine, quand la garantie d'origine avait un prix élevé. Et alors, c'est pas forcément le cas européen, mais ça peut être le cas des marchés nationaux, parce que là, je vous ai montré le prix européen. Mais par exemple, aux Pays-Bas, pendant plus de 4 ans, la garantie d'origine est au-dessus de 5 € du mégawattheure. Et comme par hasard, c'est le pays où on a vu énormément de PPA se réaliser, et ça sans subvention. Et les PPA, c'est pas rien. Les PPA, c'est aujourd'hui entre 10 et 15% des investissements dans les énergies renouvelables en Europe. Donc, ceci dit, il y a des résultats, mais une première remarque, c'est qu'en fait, on ne peut pas être satisfait de ces résultats. Simplement, on montre que ça fonctionne, mais c'est sûr que l'impact de ce marché sur l'investissement dans les énergies renouvelables pourrait être largement amélioré. Mais une des premières critiques sur les résultats, j'ai envie de dire, c'est que c'est moi qui vais aller chercher les informations. Déjà, on n'a pas d'organisme qui est là pour valoriser, pour comprendre et expliquer l'impact sur la transition énergétique des garanties d'origine. Donc c'est bien beau de critiquer un système quand jamais en Europe on a pris l'initiative de mettre des objectifs associés à ce système. Donc je pense qu'il y a différents éléments de critique à avoir. D'abord, l'impact économique insuffisant sur la transition énergétique, certes, un message parfois mal reçu. Et alors là, c'est aussi à nouveau, à mon avis, la rencontre de deux mondes, c'est que cette revendication de neutralité qui est associée à l'utilisation de la garantie d'origine, elle est mal vécue. Et encore une fois, on est dans de l'émotionnel, hein, même au niveau de l'expertise. On se dit, c'est quand même pas juste de dire qu'en achetant simplement une garantie d'origine, on peut revendiquer une neutralité carbone. Il faut entendre cette critique. Ceci dit, on ne peut pas non plus prétendre être dans la réalité physique. D'ailleurs, personne n'a la solution pour ça. Je le rappelle, aucune comptabilité carbone ne devrait se targuer de représenter la réalité physique. Ce serait là, clairement, un acte de greenwashing. Je vais parler d'un troisième point qui est un laxisme envers les comportements inadéquats. Et en fait, ça c'est un problème aujourd'hui, c'est que vous allez voir qu'il y a des chiffres assez incroyables sur ce qui est la comptabilité carbone market-based, qui est liée à des comportements d'acteurs. Et en fait, le plus intéressant là-dedans, c'est non pas que ça a lieu, mais que ça ne choque personne. Et enfin, je pense qu'il y a une dernière critique, mais là, Adam en a assez parlé, il s'agit d'un problème d'harmonisation des réglementations et aussi peut-être un problème de savoir pourquoi on fait des réglementations ou des normes. Quel objectif, une fois de plus, on cherche à atteindre. Donc, je vais passer 3 parties. Une première sur les règles plus robustes, qui répond à quelques de ces critiques. Une autre sur un meilleur suivi des évaluations du mécanisme et de son impact. Je vais parler de certains éléments clés, histoire de s'amuser un peu. Et enfin, peut-être parler des principes de communication, c'est-à-dire, certes, la réalité physique, il faut la reconnaître, mais il faut aussi bien la placer dans le débat. Premier point, on en a déjà parlé, c'est une évidence, et j'ai envie de dire même c'est une urgence, parce que, qui a écrit ça, quoi ? Je veux dire, en fait, on a dit tout le monde pense qu'il s'agit d'un pas annuel, tout le monde critique, d'ailleurs, les personnes qui sont opposées au système ou qui cherchent à proposer une solution alternative n'arrêtent pas de rabâcher le pas annuel, ça ne marche pas, il faut faire autre chose, etc. Mais quel pas annuel ? Il n'y en a pas. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est sur une règle de 12 mois glissants en Europe. Et c'est la plupart des pays qui appliquent cette règle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez utiliser des GO d'une année de production pour couvrir votre consommation de l'année précédente. Et bien, du coup, c'est comme les yaourts, hein, si vous voulez. Chaque année, il y a de plus en plus de GO de l'année précédente qui couvrent l'année suivante. Et ça, dans le marché, c'est hyper important. Comme je vous disais, en fait, le marché, il est tendu. Les consommateurs vont dans la direction de plus d'implications. Mais on s'est planté un petit peu sur la réglementation, ce qui fait que la longueur, ce qui est en fait, là, vous voyez sur le graphe, l'ensemble des garanties d'origine qui sont disponibles dans le système européen. Celui-là, il augmente. Alors pourquoi c'est en vague ? Parce qu'il y a une cyclicité dans l'utilisation des garanties d'origine. La plupart des utilisateurs le font en mars, avril. Donc, ce qui fait que dans l'année, vous avez du volume d'émissions qui augmente et alors l'utilisation, elle s'accélère chaque année, ce qui fait que vous avez une vague. Mais cette vague, vous voyez non seulement qu'elle augmente en fait, il y a de plus en plus de GO disponibles dans le système et ça, c'est à cause de l'absence du pas annuel en Europe. Donc,
on ne peut pas avoir les signaux de prix qu'on a vus tout à l'heure durables, et ils ne sont pas durables à cause de ça, pas à cause d'autre chose. Donc voilà, donc là, il y a forcément une urgence si on veut espérer que ce système ait un impact significatif. Au-delà de l'aspect financier, j'ai envie de dire, il est nécessaire d'aller dans ce sens parce que c'est ce que les gens pensent. C'est-à-dire que c'est une énorme déception de découvrir qu'en fait, ce système n'est même pas capable de faire une équivalence au pas annuel à l'échelle européenne. Le résultat, il est clair. Hein. Si on va sur du pas annuel, il y a de plus en plus de demandes, il y aura de moins en moins de géos dans le système, et donc c'est ce qu'on veut. Je veux dire, les gens, ça m'arrive d'entendre, mais s'il n'y en a plus, qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, c'est ce qu'on veut. Si on n'a plus, ça crée un signal d'investissement pour qu'il y en ait d'autres, tout simplement. Par contre, si on n'arrive à pas ça, on va aller de plus en plus vers une longueur. Donc l'espérance de signaux de marché s'évapore. Voilà pour les règles. Il y a une autre règle qui est intéressante, qui est moins impactante sur le marché directement, mais je trouve que ça vaut le coup d'en parler, parce que ça relève aussi de l'image. Comme je disais, ce n'est pas de la réalité physique, mais on prend les critères physiques en compte, dans tous les mécanismes. Pourquoi? Pour nous faire participer à un jeu qui semble cohérent. Et l'histoire de l'électricité, c'est de se dire, on partage tous le même réseau, on sait que l'électricité transite dans des câbles électriques, donc on va faire un système qui existe à l'échelle du réseau électrique. Il y a quelques petits problèmes en Europe, mais il y en a un qui est récurrent, c'est on nous dit toujours la garantie d'origine, c'est du greenwashing, regardez, moi je peux consommer de l'électricité renouvelable en Islande. Je dois expliquer à chaque fois que oui, mais l'Islande c'est pas si gros, et puis c'est parce qu'en fait on n'a pas pu empêcher l'Islande de participer dans un système, voilà, c'est d'autres problématiques de droit du commerce à l'échelle européenne, etc. Donc il faut partir du système, c'est malheureux, voilà, donc il faut prendre le temps. Mais en vrai, ils ont raison. L'Islande n'a rien à faire là. Donc, instaurer qu'il y ait au moins un lien physique entre toutes les personnes qui peuvent s'échanger des garanties d'origine, c'est, à mon avis, un minimum vital pour que ce système garde une crédibilité. Fun fact quand même, l'Islande, qui a en fait une grosse production électrique parce que, pour l'industrie qu'elle est, parce que je rappelle quand même l'Islande c'est 300 000 habitants, hein, c'est à peine Montpellier, donc finalement normalement si on le rapporte au nombre de personnes, on se dirait c'est vraiment anecdotique, mais ça ne l'est pas parce qu'en fait c'est aussi 15 TWh de production électrique. Et ces 15 TWh, il y en a au moins 10 qui partent sur le marché européen. Alors c'est rigolo ou pas, mais c'est ce que je disais, c'est le problème de suivi et de mise en avant de ce qui se passe quand on regarde cette comptabilité carbone. Si on regarde du coup les émissions par habitant en Islande à cause de ce marché des garanties d'origine, ils passent du 23e rang mondial au 2e rang mondial, ils sont au niveau équivalent du Qatar. Voilà, moi je trouve que c'est pas brillant pour le gouvernement islandais. Après c'est une question politique, je veux dire, finalement les consommateurs c'est les mêmes ailleurs, ils ont les mêmes vision du climat, ou en tout cas à peu près approximativement les mêmes, mais ça devient un sujet politique, et donc je pense que ce serait important de régler ce genre de problème. Là, je vous propose une liste de choses importantes à suivre, mais je reparle en fait des objectifs. Encore une fois, pourquoi critiquer un système quand on n'a jamais mis d'objectifs à atteindre à ce système? Donc il y a des résultats, et maintenant, il faudrait quand même savoir quels objectifs on met et surtout comment on les suit. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas d'organisme qui fait ce travail-là. Il y a des organismes intéressants qui pourraient le faire, ou il faudrait en créer d'autres. Mais en tout cas, on devrait pouvoir répondre à des questions comme combien d'émissions évitées grâce à ce système, combien d'argent investi dans la transition énergétique grâce à ce système, combien de puissance installée investie grâce à ce système, etc. Et évidemment, je pense qu'un suivi des lois et des normes de manière centralisée pour savoir où c'est que ça pêche pourrait être aussi bénéfique. Petite information sur l'absence de suivi qui peut être intéressante. Par exemple, ça, c'est une information disponible, c'est juste que ça intéresse trop peu de personnes. Mais c'est en fait les imports et exports de garanties d'origine par pays. Alors, par exemple, vous voyez que l'Allemagne est un énorme importateur de garanties d'origine. D'ailleurs, certains disent que c'est un scandale, ils font du greenwashing, etc., parce qu'ils achètent des garanties d'origine alors que la part de production n'est pas renouvelable. Au contraire, ils s'engagent, ils jouent le jeu et ils assument le prix d'ailleurs qu'ils doivent payer, parce que croyez-moi, quand ça valait 8-10 €, il y avait de la demande en Allemagne. Donc en fait, ils jouent le jeu. Moi, je dis le problème, c'est plutôt les barres de l'autre côté, dont on fait partie d'ailleurs. On est les plus gros exportateurs de garanties d'origine en Europe, derrière la Norvège. Mais bon, la Norvège, c'est quand même plus intéressant, parce que déjà, c'est un plus petit pays, et donc en proportion, ça prend encore d'autres dimensions. Donc je vais m'arrêter rapidement sur la Norvège, parce que c'est quand même encore là, si je peux me permettre, le pompon. Donc pendant 10 ans,
la Norvège a exporté presque 800 TWh de garantie d'origine. Bien sûr, je parle de garantie d'origine, on ne parle pas d'énergie ici. 800 TWh de garantie d'origine, c'est l'équivalent de 400 mégatonnes de CO2. Alors je ne sais pas si ça parle, c'est un peu comme les distances entre le Soleil et Jupiter, mais les émissions totales à peu près approximatives d'un pays comme la Norvège, c'est à peu près 40 mégatonnes. Donc ça veut dire qu'ils doublent leur empreinte carbone chaque année pour participer à un mécanisme et récupérer, si je peux me permettre, ça dépend du point de vue, un peu d'argent. Parce que là, en fait, on a fait... Alors, bien sûr, je ne connais pas tous les contrats d'achat de garantie d'origine, mais si on prend le raisonnement d'un trader moyen qui a couvert son énergie, enfin ses garanties d'origine sur 3 ans et qu'on regarde le prix moyen, eh ben, en fait, ça revient à peu près à ces résultats-là. Donc là, vous avez le prix moyen 3 ans de chaque année de production. Et donc, si on le multiplie par là, on arrive à pratiquement 1 milliard d'euros qu'a récupéré la Norvège. Alors vous pouvez être choqué dans les deux sens. Soit vous dites, mais c'est un scandale qu'ils aient récupéré 1 milliard d'euros alors qu'ils n'ont fait aucun investissement, etc. Et c'est juste. Ou vous êtes choqué dans l'autre sens, c'est dire, ils ont quand même importé 400 mégatonnes de CO2 pour juste 1 milliard d'euros. Mais ça, c'est un problème du coup de suivi, de transparence, etc. Je rajoute quand même que le gouvernement norvégien de M. Støre, je vais le prononcer vraiment à la française, je suis désolé, a insisté pour que son industrie nationale communique sur du location based. Ça veut dire qu'ils veulent vraiment le beurre et l'argent du beurre et les félicitations. Et ça, c'est backé officiellement. C'est-à-dire que ça, c'est une communication sur leur site officiel en disant « Nous allons travailler pour que les industries norvégiennes revendiquent une origine du fait qu'il y a une proximité géographique avec les centrales. » Voilà. On peut leur jeter la pierre, mais ce n'est pas vraiment ça le sujet. Le sujet, c'est pourquoi ce n'est pas important, en fait. Parce que si c'était important, ils ne sont pas plus méchants que les autres. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on considère que la comptabilité carbone basée sur les contrats, donc market-based, est importante ou si elle ne l'est pas. Si elle ne l'est pas, ils ont totalement raison de faire ça. Troisième proposition. Donc là, je quitte un peu le monde du marché de l'électricité et des garanties d'origine et je pense que c'est intéressant de parler plus de cette expertise sur l'empreinte carbone. On a traditionnellement, comme le disait Adam précédemment, une double communication toxique entre cette méthode location-based qui a des prétentions exagérée sur le fait qu'elle représente la réalité physique, alors que c'est plus un choix politique qu'autre chose, et une méthode basée sur le marché, qui pour rappel inclut des notions de marché, mais inclut aussi de manière similaire autant de critères physiques dans son calcul. Il y a aujourd'hui des chercheurs ou des experts qui proposent de décaler un petit peu le sujet, et je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant, et d'ailleurs ce sont des experts qui souvent qui ne sont pas à l'aise avec le système des garanties d'origine, ils sont plutôt contre le market based. Alors moi, je me permets de m'approprier leur travail parce que je pense que c'est un travail très intéressant, c'est de dire, et en fait leur première critique, c'est de dire, c'est pas juste de dire qu'il y a une entreprise, d'un côté, qui achète des garanties d'origine basiques, pas chères, et qui revendique une neutralité totale carbone, sans avoir eu d'effet sur la transition énergétique. C'est valable. C'est valable à la virgule que si tout le monde faisait comme eux, eh ben, il y aurait un impact sur la transition énergétique. Donc c'est un peu à double tranchant. Ceci dit, on peut l'entendre. Moi j'ai envie de dire aussi, c'est pas juste une entreprise qui s'affranchit de jouer à ce jeu et revendique un PPA qui représente 5% de sa consommation électrique pour dire qu'il fait des choses géniales. Parce que, par exemple, on parlait des Pays-Bas, si le prix de la garantie d'origine a été supérieur à 5 € pendant 5 ans ou 4 ans, je ne sais plus exactement, et si beaucoup de PPA ont pu se générer, c'est parce que la société ferroviaire des Pays-Bas a assumé d'acheter des garanties d'origine hollandaises à 100% pendant tout ce temps. Et non seulement donc cette NS, donc l'entreprise ferroviaire, mais aussi le réseau électrique. C'est-à-dire que le réseau électrique s'est approprié l'idée que lui-même est consommateur d'électricité, à juste titre. On peut parler de l'effet Joule. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais par rapport aux limites géographiques, mais ce n'est qu'un problème de rendement, hein, l'effet Joule. C'est-à-dire qu'on perd, il faut produire un peu plus à l'origine pour consommer le même volume d'électricité. Donc ça s'arrête grosso modo là, pour faire simple, si vous voulez.
Mais donc, eux s'approprient cette notion-là et considèrent que les pertes du réseau doivent être compensées par des garanties d'origine. L'ensemble de ces actions a fait que le marché a été en équilibre et donc a pu générer des signaux d'investissement. Donc, pour en revenir à notre sujet ici, oui, ceci dit, c'est quand même une remarque valable. Comment on arrive à la fois valoriser ceux qui font une démarche un peu basique, qui jouent le jeu de manière basique, et ceux qui font des actions qui ont un impact direct, et surtout indirect qui leur est attribuable à eux. En clair, ça veut dire un achat d'un PPA, Greenfield, donc c'est-à-dire pas de l'existant, mais un nouveau moyen de production. Comment on fait pour dire, là quand même, il y a quelque chose de valorisable. Eux, ils proposent donc de voir la comptabilité à nouveau de manière duale, mais selon 2 critères. Le premier, c'est l'attribution, c'est-à-dire comment on se répartit l'empreinte carbone et comment on se répartit donc la responsabilité. Et je trouve que c'est très intéressant pour le marché de l'électricité, parce que ça permet, alors là je diverge un petit peu sur ceux qui proposent ça permet de jouer ce jeu basique qui est de dire on fait ensemble l'effort d'aller vers 100%, et si tout le monde va dans cette démarche, on pousse à plus de signaux d'investissement. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle l'approche conséquentielle, c'est-à-dire comment on arrive à lier directement une action à des émissions de CO2 évitées. Et là, on voit que par exemple l'investissement dans des nouveaux PPA ou un comportement de consommation aussi, parce qu'on en a peu parlé, généralement on considère dans le marché de l'électricité que le consommateur est relativement insensible aux fluctuations de prix. Bon, dans ce cas-là, ça pourrait être, s'il y a effectivement un comportement de consommation qui est vraiment lié à la question climatique, ça peut être considéré comme une approche conséquentielle. Et il y a une liste comme ça de choses intéressantes qui peuvent être faites grâce à cette nouvelle façon de voir les choses. À noter d'ailleurs que l'une stimule l'autre. Je veux dire, si une fois qu'on est 100% et que son concurrent est à 100% renouvelable, moi je peux dire oui, mais moi je fais un PPA, moi je gère mieux ma consommation, etc., etc. Voilà ce que je pense être la bonne façon de faire. Alors je suis obligé, mais pas sans plaisir, de parler du power air. Pourquoi le power air est devenu une question ? Parce qu'en fait, c'est, pour être très clair, poussé par beaucoup d'acteurs. Donc il y a un lobby très organisé, très efficace sur la question. Et donc aujourd'hui, qui pose des questions sur est-ce qu'on ne devrait pas changer totalement de paradigme et plutôt dire qu'on ne peut revendiquer une réduction d'empreinte carbone que si nous faisons une correspondance grâce à la garantie d'origine. Et ça, je pense que c'est très important, grâce à la garantie d'origine, mais sur une notion horaire. Quand je dis qu'il y a un lobby qui est organisé, voilà, c'est assez clair. Il y a une organisation qui est dédiée à ça, qui s'appelle EnergyTac, donc il n'y a pas de mauvaise publicité, j'en parle. Et ils ont même, je veux dire, là aujourd'hui on est dans de la propagande. Et encore une fois, c'est pas un reproche, mais il y a un slogan, Scope True. Alors on n'a pas encore les casquettes, mais ça va pas tarder. Donc en fait, il y a quelque chose de très très organisé sur la question. Et donc en fait, ils ont un discours, et ce discours, il mérite encore une fois d'être entendu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils posent des critiques très intéressantes sur le système, et notamment comment on perçoit cette notion de revendiquer une réduction de l'empreinte carbone. Donc je vous propose de parler de 3 points essentiellement. D'abord, l'architecture de marché. Et c'est pour ça que j'ai fait quand même quelques points préalables. C'est de comment la garantie d'origine s'insère dans l'ensemble des outils qui existent déjà pour donc donner plus d'incitation à la transition énergétique. Ensuite, il y a donc l'argument d'autorité, c'est-à-dire que si on ne sait pas pourquoi il faut le faire, il y a des gens qui méritent d'être écoutés et qui disent qu'il faut le faire. Et donc en fait, il y a des études académiques qui existent qui prétendent ou prétendraient soutenir l'idée qu'il faudrait une garantie d'origine au power air. Et puis je vais quand même parler une dernière fois de la réalité physique, parce que c'est un argument majeur, et comme vous voyez dans le slogan lui-même, Scope True. Donc Scope True, ça veut dire nous allons parler de réalité. Alors d'abord l'architecture. Et je pense que c'est fondamental. Je pense qu'il y a beaucoup d'experts qui parlent de la garantie horaire en disant « oui, c'est bien, mais c'est trop tôt ». En fait, moi je dis non, c'est pas bien. C'est pas forcément que c'est un problème de c'est trop tôt. C'est est-ce que vraiment, intrinsèquement, la garantie d'origine est faite pour
faire ce que les personnes qui parlent de la garantie d'origine horaire prétendent avoir comme effet bénéfique. Et en gros, pour être clair, c'est de dire ça va résoudre en partie les questions de flexibilité, les questions de stockage, etc. Ça va donner de nouveaux signaux de prix plus intéressants, plus fins, qui vont permettre l'investissement dans des batteries, peut-être même inciter la consommation, etc. Donc parlons-en. Juste pour cadrer un peu ce que je suis en train de raconter, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une garantie d'origine horaire au niveau de la norme, c'est-à-dire la règle qui s'applique à tous ou les plus gros consommateurs en tout cas, ou qui représentent l'essentiel de la consommation. Là, je vous propose de souligner un sujet qui est très important, et ce que moi j'appelle le cherry picking, et un autre problème qui est en fait la question de la clarté de la cible. Donc pour être clair, vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai parlé du marché de l'électricité. Donc, le marché de l'électricité, il est composé de différents éléments. D'abord, le coût marginal de la centrale qui est activé. On rajoute à ça quand même, et ça c'est un élément très important en Europe, un quota carbone. Donc ça pénalise déjà les énergies carbonées pour répondre à l'équilibrage. D'accord ? Donc en fait, en soi, le marché de l'électricité est déjà un outil qui permet de valoriser l'équilibrage décarboné. Mais à ça s'ajoute, alors ça c'est le premier graphe, ça montre en fait une garantie d'origine au pas mensuelle ou annuelle, ou en tout cas il n'y a pas d'arbitrage d'une heure à l'autre. C'est le même prix pour chaque heure, donc on va payer sans distinction. Là, ce qui se passe, c'est que donc vous avez une courbe des coûts qui va éventuellement donner des incitations dans l'investissement, dans le stockage ou dans la flexibilité, mais qui est constituée d'éléments qui ont une force. Je reviens quand même sur le marché de l'électricité. Il y a la peur du coût de l'équilibrage. C'est-à-dire que vous payez des prix significatifs, pas parce que ça coûte cher de produire avec du charbon, c'est parce qu'en tant que trader, si vous n'êtes pas équilibré et que vous devez passer au coût des écarts, vous avez intérêt à avoir très peur. Parce que si vous ne payez pas, derrière, il y a tout le système judiciaire qui vous tombe dessus, soit vous quittez le pays, soit vous y faites face, mais enfin, c'est quelque chose de très sérieux. Pour ce qui est du quota carbone, pareil, on ne rigole pas. C'est des plafonds, c'est des acheteurs obligés, et s'ils ne payent pas, il y a tout un système judiciaire qui s'applique. La garantie d'origine, c'est très très différent. On est dans un système volontaire. Donc il n'y a pas de quoi vous faire flipper. Si vous n'avez pas une heure votre garantie d'origine qui va bien, vous avez une petite augmentation de votre empreinte carbone. Donc finalement, qu'est-ce qui va vous permettre de donner quelconque signal de prix? Là, j'ai été gentil dans le deuxième scénario. Je dis voilà, éventuellement, il y a certaines heures qui vont avoir un prix significatif parce que les entreprises sont très engagées, etc. Donc elles vont jouer le jeu jusqu'au bout. Bon. Dans le meilleur des cas, on aurait ça. Mais même là, ça ne change rien fondamentalement. La structure, les signaux de l'équilibrage sont donnés par le marché de l'électricité, et d'autant plus en Europe avec les quotas carbone. Alors que dans le premier cas, la garantie d'origine, elle est là pour améliorer le revenu moyen du mégawattheure produit quand ça vient d'une énergie décarbonée. Vous voyez ça plutôt comme un substitut ou un apport au niveau de la subvention, quelque part. Si le marché permet de donner un peu plus d'euros au mégawattheure produit, peu importe le moment, c'est éventuellement moins de subventions, etc. Donc c'est un signe de prix qui est très différent. Mais pour ce qui est du pas horaire, en fait, on invite les acteurs du marché à se poser la question à chaque heure de dire je prends ou je prends pas. Alors vous allez me dire, oui, mais ça se passe bien si on reste tous à 100%. Oui. Donc si on garde les mêmes cibles, notamment par exemple les entreprises du RE100 qui disent voilà, moi je serai 100% renouvelable d'ici 2025, 2030, 2040, d'accord. Mais si ce n'est pas le cas et qu'on dit non, mais quand c'est au pas horaire, c'est un peu différent, on va dire 80, peut-être 81, 82, oui, sauf que l'épaisseur du trait, c'est toute la différence. C'est-à-dire que vous pouvez être à 80% renouvelable horaire et n'avoir rien fait comme signal de prix, et à 80%, c'est toute la différence. Sauf qu'en termes de communication, comment vous allez faire pour vous différencier de votre concurrent ou dire que moi j'ai mieux fait que l'autre, etc. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre avec le pas horaire, le problème, c'est pas que l'idée est mauvaise de dire on doit régler le problème de la flexibilité ou du stockage. Ça, bien sûr qu'on est tous d'accord que c'est un vrai souci économique. Mais la garantie d'origine intrinsèquement n'est juste pas fait pour ça. Si vous voulez une image, c'est un peu jouer au football avec des bulles de savon.
J'ai réexpliqué un peu tout ce que je viens de dire dans un slide que je vous invite à lire si vous en avez envie, mais pas pour l'instant. Je voudrais juste rajouter quand même un dernier point qui va au-delà de la question de la vocation à la garantie d'origine, c'est que quand même ça risque de poser des problèmes de dépendance, parce que vous allez devoir donner des données beaucoup plus fines à des entreprises tierces sur lesquelles vous allez créer des liens de dépendance. Et je ne parle pas même de problèmes de dépendance stratégique, parce que qui va faire ce matching horaire? Si c'est des grosses boîtes d'IT qui ne sont pas forcément européennes d'ailleurs, ça pose quand même aussi des questions de savoir, ben voilà, c'est quand même le secteur de l'énergie, on n'est pas en train de jouer avec des, je sais pas, des petites voitures. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la question intrinsèque de la proposition. Maintenant, il y a la question de l'argument d'autorité. Donc, je reviens sur le groupe Energitech. Donc, en fait, ils ont fait un travail très minutieux de recenser tous les documents académiques, les publications, et de dire, écoutez, il y a des chercheurs qui sont là, qui ont fait des simulations, et effectivement, le pas horaire, ça fait sens. Il faut aller demain sur une norme pas horaire pour tout le monde. Ben, on allait les lire parce qu'à un moment donné, il faut faire ce travail. Donc il y avait à peu près 16 publications académiques confirmées. Sur ces 16, en fait, il y en a 11 qui soutiennent économiquement l'intérêt du pas horaire, parce qu'il y en a d'autres qui parlent plutôt de comment implanter le système, ou bien de comment ça pourrait s'appliquer à l'hydrogène. Donc c'est très très différent. Et en fait, sur ces 10 qui restent, en fait, elles viennent de 2 équipes de recherche. Alors c'est l'équipe du Dr Jenkins de Princeton et l'équipe du Dr Ripin de l'université de Berlin. Et ces 2 équipes de recherche sont financées par Google. Quand même, c'est pas inintéressant. Alors, cela étant dit, qu'est-ce qu'elles disent? Parce que c'est quand même le travail d'académique, donc on peut en retirer des éléments intéressants. Alors, on va aller un peu dans le détail, mais en gros, ce que ça dit, c'est que, et c'est un peu circulaire comme raisonnement, c'est de dire, le pas horaire, si les consommateurs sont prêts à payer la prime adéquate, a plus de potentiel pour faire contribuer les acteurs économiques à un équilibrage décarboné. Bah oui, c'est vrai. Toute la question est évidemment de savoir combien les acteurs vont payer comme prime, n'est-ce pas? Et surtout, je passe le problème de l'opportunisme que crée ce marché horaire en termes de comportement de trading. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, c'est normal, on crée un système plus contraignant, et donc du coup, il a plus de potentiel, mais la question, c'est comment on fait embarquer toutes les entreprises qui se sont investies dans cette histoire. Mais la deuxième chose, c'est qu'en fait, et alors, du coup, comme c'est c'est pas les mêmes équipes de recherche, mais c'est 2 équipes de recherche qui ont du coup la même méthode, on retrouve les mêmes biais. Et un des biais principaux, c'est qu'en fait, on raisonne en coût moyen. Mais raisonner en coût moyen, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'en fait, vous ne comportez pas comme un acheteur normal qui va utiliser le prix de l'électricité comme référence, qui va se couvrir sur 3-4 ans, etc. Et quand je dis normal, là, on parle d'industriels qui consomment 20 gigawattheures, 100 gigawattheures, plus. On ne parle pas du petit consommateur. Là, on est sur une logique, on va dire, je fais correspondre ma consommation à un ensemble de parts que je m'approprie, sous forme de PPA ou autre, et dont le coût moyen étant et sur un cycle de vie, et donc j'ai une vision à long terme, j'ai du cash disponible à attribuer ou une capacité de crédit, etc. Ok, c'est valable, mais c'est valable pour un nombre très très limité d'acteurs économiques. Et pas forcément des petits consommateurs, j'insiste, parce que, par exemple, la grande distribution qui est dispatchée dans différents endroits, c'est très différent que d'avoir quelques data centers qui ont tout de suite un potentiel de consommation très élevé. Ceci dit, il y a des points positifs. D'abord, c'est intéressant de noter que ces études, et je vais vous montrer après, montrent que le pas annuel a un effet direct de décarbonation sur le réseau électrique, et pas anodin, donc tant mieux. Les chercheurs eux-mêmes reconnaissent ça. Et puis, évidemment, et là, je tiens quand même à nuancer mon propos, le pas horaire peut avoir un intérêt tant qu'il est attribué correctement, par exemple, soit à une entreprise très déterminée ou à un secteur qui accepte conjointement de jouer à un jeu, le même jeu, et dans ce cas-là, de payer les coûts associés. Par exemple, les data centers. Alors, voilà. Je ne vais pas dans le détail, etc. Mais enfin, voilà, grosso modo, c'est les courbes que je vous disais. Donc, c'est le premier élément que vous voyez, tout à gauche, c'est
les coûts associés à différentes démarches. À gauche, c'est 100% au pas annuel et ensuite différents pourcentages au pas horaire. Et donc en dessous, vous avez les effets sur les émissions évitées sur le réseau. Et donc ce que je disais, c'est qu'à gauche, vous voyez que rapidement, enfin quand on fait du 100% au pas horaire, alors c'est avec différents niveaux de participation. C'est pour ça que je vous demandais de vous rappeler du 33% qu'on a en Europe. Là, ils ont fait une simulation. Alors pour rappel, hein, c'est pas empirique, là, on est sur des utilisations de modèles. Si on a un taux de participation de 10%, on a déjà une réduction d'empreinte carbone par rapport à si personne n'avait rien fait. Et ça, c'est pour le pas annuel. Et ensuite, le pas horaire va augmenter ses performances, mais aussi va augmenter les primes. D'accord? Donc, ça pose deux questions. Est-ce que ces primes à long terme vont vraiment être réalisées? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un jeu d'arbitrage qui fait que jamais il y aura les signaux de prix dont on parle et donc jamais les consommateurs vont jouer le jeu pour atteindre les pourcentages nécessaires pour avoir ces effets de décarbonation? Donc, il y a vraiment un problème structurel dans la proposition. Voilà pour donc ça c'est les graphes de l'équipe de Jenkins, dont à Princeton. Et en fait, bon, alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a les key findings. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils résument, qu'est-ce qu'ils retirent de leur propre simulation? Et là, en fait, c'est essentiellement de dire que bah oui, le pas horaire a plus de potentiel, mais encore une fois, ils ne parlent jamais de la propension de l'acteur à payer la prime. Et en fait, bah, un des problèmes important, c'est que quand on va dans les simulations de l'équipe de Berlin, en fait, la méthodologie est la même, et donc avec les mêmes biais. Et donc, du coup, on a aussi un même écart entre les key findings et les simulations. Dernier point sur la réalité physique. Je vous disais, en fait, ça, c'est une question d'appropriation. Hein. En fait, c'est plus une question de savoir, est-ce que c'est acceptable de dire qu'on a réduit son empreinte carbone par rapport à différents systèmes? Bon, il y a une proposition là de se rapprocher de la réalité physique. Mais à quel point? C'est-à-dire que, est-ce qu'on est vraiment en train de parler de réalité physique ou quelque chose qui ressemble un tout petit peu plus à la réalité physique? Et donc pourquoi j'ai mis deux images de lapins? Un que j'ai appelé Scope 2 et le Scope 3, c'est qu'effectivement, le lapin, il est en couleur sur votre gauche. Mais si vous voulez un vrai lapin, est-ce que vous allez être plus satisfait avec une image d'un lapin en couleur? Voilà, c'est tout ce que ça pose comme question. Dernier point synthétique, et j'arrête là, c'est en fait, ça reprend l'ensemble de mes propos, c'est de dire on devrait passer non pas à une opposition une communication duale location market based, mais parler de comment on s'attribue et on se responsabilise son empreinte carbone et on contribue éventuellement collectivement à donner des signaux de prix à la transition énergétique. Et donc là, c'est une logique attribution. Et là, je rejoins Adam, on doit utiliser le market based éventuellement dans les zones où c'est mal calculé, parce qu'en fait en Europe on a un prisme. Aujourd'hui en Europe on fait ça très bien. Les garanties d'origine sont sorties du mix de consommation, on calcule un mix résiduel, et il n'y a pas de double comptage, le concept d'additivité est respecté. Et ça c'est très important pour pouvoir jouer des rôles de comparaison. Si ce n'est pas le cas, on devrait utiliser le location based pour un complément d'information. Mais ensuite, on devrait parler aussi du conséquentiel. Qui a fait vraiment des nouveaux pipiers? Qui utilise des garanties d'origine qui ont un cahier des charges, qui ont un impact directement sur la transition énergétique? Et là, et bien sûr que c'est en bas à droite, et j'en suis désolé, ça a l'air d'être anecdotique, mais ça ne l'est pas. Mais il y a un gros travail que le pas horaire peut apporter sur l'aspect conséquentiel. Simplement, c'est très différent de dire cet outil doit être la norme au niveau mondial, ce qui, à mon sens, va détruire totalement la valeur de la tension de marché, donc faire reculer les potentiels signaux de prix. Et je suis désolé, on n'a pas le temps en fait. On parle de transition énergétique, on ne parle pas de quelque chose qui fait sens à un moment donné. On a 10-15 ans devant nous. On n'a pas le temps de s'approprier un nouvel outil, voir si dans 10 ans ça marche, et ensuite se dire, bah ouais, c'est vrai, ah non, c'est dommage, finalement ça n'a pas marché, on n'a pas vraiment fait ce qu'on voulait faire. Non, en fait, aujourd'hui on sait qu'on a un système qui marche, par contre il doit être amélioré largement, et il faut aussi recadrer ce qu'on attend des acteurs. Quelle est la responsabilité de l'acteur qui s'engage volontairement? Donc je pense que c'est un gros travail de communication, mais pas que. Et là, dans le conséquentiel, clairement, il y a une place pour les garanties d'origine horaire. Avec évidemment l'ensemble des règles qui s'appliquent pour tous, c'est-à-dire mass balancing, c'est incontournable.
un pas annuel strict, mais je rejoins Adam, si on peut faire du mensuel, c'est bien, parce qu'il n'y a pas ce problème d'arbitrage et d'opportunisme potentiel, parce que tant qu'on garde la cible à 100%, on a gagné notre pari, et accessoirement, se concentrer sur le fait que l'histoire est cohérente et qu'on est sur un réseau électrique, et ce n'est pas logique que des îles électriques participent au système. Voilà, je vous remercie. Moi, je voulais savoir si dans un monde un peu idéal, demain, on n'a que de l'énergie renouvelable, quel avenir pour la garantie d'origine, du coup? Aucun, c'est un outil pour la transition. C'est juste un outil de transition et c'est pas un Ça dépend. qui aura vocation à perdurer. Si on veut une transition vers autre chose, moi j'en sais rien, mais aujourd'hui on parle de transition énergétique. Donc le rôle c'est de faire participer les acteurs volontairement à l'effort financier nécessaire à la transition énergétique. Si on a, mais encore une fois, il faut déterminer son objectif. Quel mix on veut? Peut-être que demain, on aura d'autres problématiques d'indépendance énergétique, que sais-je. Je ne sais pas ce qu'on va valoriser dans 20 ans. Mais en tout cas, aujourd'hui, si vous me demandez si on veut décarboner, ben, si c'est décarboné, j'ai envie de dire bravo. Si on n'aime plus le nucléaire, moi je suis pas contre. Hein. Si on me demande mon avis, le nucléaire fait partie des solutions nécessaires pour décarboner le réseau européen. Mais si demain, il y a une autre idée, la garantie d'origine peut toujours servir à ses effets, mais voilà, oui, effectivement, c'est un outil qui est là pour assurer des transitions. D'accord. Je me permets d'ajouter une réponse. Je ne suis pas contre ce que tu as dit, Yvon, mais il pourrait y avoir une future pour les garanties d'origine parce que ça facilite le choix du consommateur. Donc on peut choisir le solaire, l'éolien, une PAC au sud de la France ou un PAC au nord de l'Allemagne, même si on est à 100% renouvelable. Donc ça dépend un peu, comme tu dis, les objectifs qu'on vise. Moi j'avais une question, Yvan, c'était sur la partie du willingness to pay, en fait, pour tes clients. Imaginons que demain en fait, le marché soit tendu, donc effectivement on vienne au pas annuel. Est-ce que tu penses que si le marché de l'élec est à 40-50 €, le client sera prêt aussi à aller payer une garantie d'origine qui représentera peut-être 20% de son prix total? Alors, ça, c'est une remarque intéressante parce qu'elle est venue au moment où en fait, la garantie d'origine, le prix de la garantie d'origine a augmenté au même moment où il y avait une crise énergétique et où du coup le prix de l'électricité a augmenté. D'abord, ce raisonnement, moi je ne le partage pas totalement. C'est un peu l'idée de dire, quitte à payer 500 € du mégawattheure, à 10 € du mégawattheure, on n'est plus à ça près. Bon, d'abord, les entreprises ne sont pas si irrationnelles que ça. Il y a des budgets pour la contribution de la transition énergétique et pour acheter son énergie. Ensuite, c'est plutôt contre-intuitif. Généralement, quand on a un problème économique, parce que notre énergie coûte trop cher, on a plutôt tendance à baisser nos engagements environnementaux et sociétals. Maintenant, bon, s'il y a cette irrationalité dans le marché, je veux bien, peut-être. Je ne suis pas non plus un expert total sur ces questions-là. Après, dernier exemple quand même, aux Pays-Bas, quand ça valait 7 € du mégawattheure, le mégawattheure de base, il n'était pas si élevé. Donc oui, ce n'est pas un problème fondamental. Il ne faut pas forcément des prix extravagants du marché de l'électricité, donc encore une fois de la responsabilité équilibre pour voir des prix de garantie d'origine significatifs. Après, le ciel n'est pas la limite, si je peux prendre l'expression anglaise et la traduire. Il y a une limitation, c'est de savoir jusqu'à où va son risque réputationnel, parce que finalement c'est ça la question. C'est une entreprise, elle se positionne, elle a une image, elle doit défendre cette image. Est-ce que la garantie d'origine, s'en débarrasser ou pas, c'est un sujet. Ça part beaucoup de la question comment on prend au sérieux ce système aussi. Hein. Je reviens avec le problème de la Norvège, par exemple, qui est un problème étatique, la politique, mais c'est un peu le même genre de question. Merci pour l'exposé intéressant. Tu t'as parlé à un moment donné du market based versus location based en disant que finalement c'était un peu les mêmes mécanismes. Moi, il y a quelque chose qui m'embête un peu dans la façon dont on gère ça aujourd'hui, et tu en as aussi un petit peu parlé, qui est les garanties d'origine détenues par l'État à travers les obligations d'achat ou les mécanismes de complément de rémunération sont remises sur le marché. Et pour moi, c'est un transfert du location based vers le market based, parce que finalement, ces garanties d'origine, elles sont financées par un mécanisme d'appel d'offres et donc financées par l'impôt. Et elles sont revendues pas cher, quoi. Donc je trouve ça assez anormal que alors, le consommateur de base, il ne demande rien, alors peut-être qu'il s'en fiche, mais finalement il a financé quelque chose et ça lui est retiré de son périmètre, enfin en tout cas du périmètre auquel
sur lequel ils consomment finalement, pour l'attribuer à des entreprises qui vont payer finalement pas cher à quelque chose qui est nettement en dessous du prix de revient de ces garanties d'origine. Alors, merci pour cette remarque, parce qu'en fait, c'est effectivement des choses qui sont des critiques qu'il faut entendre, mais il y a des réponses, hein, mais par exemple, c'est quelque chose qui est très fort en Allemagne. Tellement fort qu'ils n'ont jamais mis les garanties d'origine inhérentes à leurs moyens subventionnés. Ils ont préféré déduire du mix de chaque consommateur ce qui a été déjà subventionné, en disant l'usager, c'est le consommateur, il paye à travers sa... Ils ont eu un système très similaire à la France, en fait. Il y a d'autres pays qui ont eu des approches différentes par quota, etc. Eux, c'est assez similaire. Donc du coup, ils se sont dit, non, nous, on a une part, en plus, ils ont payé quand même, les Allemands, et ben, ce qui a été payé à travers la subvention est réattribué dans le mix directement, et donc en fait, le consommateur a juste à combler le déficit s'il veut être vraiment 100% renouvelable. Ça s'entend. Après, l'approche française, elle n'est pas dénuée de sens, parce que je reviens sur l'idée, le contribuable, il paye, certes, ensuite l'État, lui, il récupère de l'argent, à la fois par la vente de l'électricité, des moyens subventionnés, et là, la garantie d'origine rajoute un revenu. Donc, quelque part, c'est potentiellement moins d'argent pour le contribuable, ou plus de moyens d'investissement. Donc, je comprends le sentiment d'injustice qui peut être perçu, mais il s'explique et finalement, il y a une rationalité derrière. Je me permets juste de terminer sur... c'est pas une opposition location-based, market-based. Ça, techniquement, par contre, c'est pas le sujet, parce que le location-based ne prend pas du tout en considération les transferts et les sorties de garantie d'origine. Donc, quoi qu'il arrive, ce raisonnement, il est dans le cadre du market-based, et je pense que intuitivement, tu as fait un parallèle, parce qu'en fait, et ça montre ce que je disais tout à l'heure, le market-based est très proche dans sa construction du location-based. C'est-à-dire que là, en fait, on est en train de sortir du mix résiduel qui s'applique au consommateur qui n'a pas explicitement tracé son électricité avec des garanties d'origine. Donc du coup, il est basé sur son lieu. Donc c'est à nouveau du location, mais son mix devient différent. Mais ça rappelle qu'en fait, cette histoire d'opposition location-based, market-based, elle n'est pas si différente que ça. Enfin, les deux méthodes de calcul ont les mêmes fondements. C'est juste après, dans le partage de l'assiette globale, que la philosophie change. Je vois que vous avez pris le micro pour intervenir. Oui, merci beaucoup. Donc, du coup, c'est par rapport à la question de monsieur qui... Donc, déjà, comme vous dites, Yvan, ça n'a rien à voir avec location-based ou market-based. Et la raison pour laquelle ça se fait ainsi, c'est tout simplement les règlements européens en matière d'aide d'État. Donc, il ne faut pas subventionner. Ça vient de là. Donc ça veut dire qu'il y a une installation qui est aidée, ce qui est le cas de la plupart des installations de production d'électricité renouvelable à travers l'Europe. Il faut faire en sorte qu'on ne dépasse jamais X% de financement public pour ces installations-là. Or, s'ils dégagent des revenus avec les garanties d'origine qui font que ça dépasse par exemple donc sous les lignes directrices d'aide publique énergie-climat, donc qui dépasse les 40%, il faut régler ça. Et la directive, parce qu'on parle de la directive sur l'énergie renouvelable, elle est assez flexible, donne beaucoup de flexibilité aux États membres pour régler cette affaire-là. Donc il y a des États membres, comme vous dites Yvan, qui disent écoutez, moi je veux le déduire, je fais le calcul moi-même, je vais en Allemagne, je demande à l'ADENA de faire le calcul et la prochaine tranche de versement de complément de rémunération, de tarif d'achat, je verse moi. Voilà, donc ça c'est un travail les Allemands ont décidé ça, peut-être qu'ils ont aussi les moyens humains de le faire. Parce que je ne dis pas de bêtises, c'est bien l'ADENA qui gère le registre en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. C'est UBA. UBA, mais alors après... Oui, c'est UBA. Il y a toujours le ministère derrière, ça c'est certain. Oui. Et en France, le choix a été fait, encore une fois, je vous dis, c'est une question de moyens et chacun fait à la hauteur de ses moyens. Mais effectivement, c'est plus facile parce qu'on a fait une délégation de service public pour EEX et qui va gérer cette mise aux enchères. Toujours est-il qu'on doit être vraiment d'équerre par rapport aux règles d'aide d'État européen. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec autre chose.
il y a zéro dérogation. La seule dérogation aux aides d'État, c'est ce qu'on appelle les projets européens d'intérêt commun, donc les fameuses PIEC ou IPSAI. C'est la seule chose qui donne dérogation à dépasser le pourcentage de subventions publiques. Et qui ne s'applique pas aux OPEX. Parce que là, on parle des OPEX, en l'occurrence. Voilà. Ça vient de là. Je conçois que c'est très compliqué et qu'il y a beaucoup d'amalgame qui peut se faire parce que, on va dire, j'ai l'impression que tout le monde travaille un peu dans son silo et dès qu'il y a quelque chose qui vient du silo d'à côté, bah, ça devient incompréhensible. Voilà, ça vient de là. Donc, en tout état de cause, ça n'a rien à voir avec location-based ou market-based. Et là, je me permets un peu quelques remarques de mon côté de compréhension et surtout de vocabulaire parce que c'est assez important. Là, ce que je regarde la diapo, bah, c'est un peu exactement à l'opposé de ce que je veux faire certains praticiens d'analyse de cycle de vie, où c'est exactement le contraire. L'attributionnel, c'est bah, je suis depuis tous mes fournisseurs, on a dit que je suis en bout de chaîne, je suis le dernier consommateur, donc je vais suivre depuis dès le début, extraction minière, etc. Et je commence à compter le CO2. Et donc ça veut dire que le contrat de gré à gré, le contrat d'achat à long terme, ça fait partie de cette approche attributionnelle. Ce n'est pas conséquentiel. Par contre, ce qui est conséquentiel, je donne l'exemple pour l'hydrogène, c'est bien l'additionnalité. Ça, c'est conséquentiel d'un point de vue analyse de cycle de vie. Donc je pense que quelque part, il faut qu'on essaie aussi de mettre tous les dictionnaires et tous les vocabulaires de tous les praticiens pour que quelqu'un peut lire la diapositive sans le discours. Il peut se poser la question, mais attendez, de l'autre côté, à Lison, on dit que c'est l'inverse. Mais je partage le sentiment. Moi, là clairement, j'ai récupéré ces termes, je me les approprie et pour pouvoir faire sens dans le marché de l'électricité, quoi. Voilà, pour quelqu'un, un lecteur, qui à la fois, il regarde la CV, de l'autre côté, il regarde le book and claim, il va se perdre. C'est tout. C'est pas une critique à votre présentation. Merci à toutes et à tous.